toutes des putes, sauf ma mère. Voilà peu ou prou l'image de la femme chez les clercs médiévaux. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. La principale difficulté lorsque l'on parle des femmes au Moyen-Âge, c'est que la plupart des sources dont nous disposons sont les écrits de clercs. Clercs coupés du monde et plus particulièrement des femmes. En conséquence, les textes à notre disposition relèvent bien plus du fantasme que de la réalité. La plupart des clercs sont des oblats ou équivalents, offerts encore enfants à un monastère bénédictin ou autre. Concernant ces textes, la période qui va du XIIe siècle au début du XIVe siècle est particulièrement prolixe. Comme je vous l'avais expliqué, le XIIe siècle voit apparaître l'idée de l'amour. Au XIIIe siècle, les universités, invention du Moyen-Âge, croient au cœur des villes. L'université qui se voulait ouverte à tous va progressivement se laïciser et mettre en avant cette nouvelle conception des relations hommes-femmes. Sauf que l'Église condamne la culture nouvelle, et en particulier la conception de la sexualité qui fait jour. Oh, des universités qui veulent nous éveiller à la sexualité, ça vous rappelle quelque chose? Mais revenons. Selon Carla Casagrande, de la fin du XIIe siècle à celle du XVe siècle, ces paroles se font plus nombreuses et plus expressives des textes, rédigés par des hommes d'église ou des laïcs, se succèdent sans relâche pour témoigner de l'urgence nécessité qu'il y a à élaborer valeurs et modèles de comportement pour les femmes. Essais de classement. Les tentatives de classification vont être nombreuses. Tout d'abord, il y a la femme mariée, fût-elle à Dieu. Celles qui le furent, et les autres. Selon l'Église, la femme mariée, la veuve et la nonne doivent se couvrir la tête. Seule la jeune fille non mariée ou l'enfant sont autorisés à laisser leurs cheveux libres. Pour résumer, les femmes respectables doivent se couvrir la tête. Les autres sont soit encore des jeunes filles, soit des femmes de petite vertu. Et d'ailleurs, si jamais des femmes musulmanes qui portent le voile me regardent, il faut qu'elles aient conscience de ce fait. Effectivement, pendant longtemps, les femmes occidentales se sont couverts les cheveux, et le fait de retirer cet apparat a été le fruit d'un long changement des mentalités. Non, les femmes ne sont pas des mères ou des putes. En conséquence, lorsqu'elles voient une femme voilée, quelles que soient les croyances, les convictions ou les intentions de cette jeune femme, le message perçu par une occidentale est le suivant. Moi, je suis une femme convenable, et toi, t'es une pute. Parce que c'est ancré dans notre culture. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins aussi comme ça que c'est expliqué dans le Coran. Alors, bien évidemment, vous pouvez considérer que nous sommes un pays de racistes dégénérés, misogynes, esclavagistes et colonialistes. Mais je connais bien la culture musulmane. Et en termes de racisme, misogynie, esclavagisme ou colonialisme, vous nous surpassez largement. Mais revenons à notre classement des femmes. Il y a différents types de classements. Âge, hiérarchie sociale, fonction au sein de la famille. Et tout le monde y va de son avis. Pour Alain de Lille, ce sont des vierges, des veuves ou des femmes mariées. Pour Gilles de Rome, des épouses, des mères ou des filles. Pour le laïc Philippe de Novare, ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes d'âge mûr ou des vieilles. Pour le dominicain Humber de Roman, qui fait exception, ce sont des nobles, des bourgeois, des jeunes filles, des servantes auprès de familles riches, des femmes pauvres habitant les villages ruraux ou des prostituées. Comme l'écrit de nouveau Carla Casagrande, les femmes, au fond, sont soumises à une sociologie qui est pour une grande part idéologique, à une description qui est presque toujours sous-tendue par une morale, à une classification qui est déjà un modèle. Les critères selon lesquels sont classées les femmes constituent un révélateur de toute première importance pour comprendre quel système de valeurs et quel modèle de comportement lui furent proposés. Or, le récit de la création et la chute de la Genèse pèse en permanence sur la vision médiévale de la femme. Les putes. La femme est donc mauvaise par nature. Et comme c'est écrit dans la Bible... En fait, non. Si on en croit Jacques de Larain, au commencement de la dévalorisation du monde physique, hérité du platonisme antique, la chrétienté occidentale invente le péché de chair et procède à la diabolisation du corps. La femme joue là un rôle capital. Tentatrice, elle incarne par excellence l'obstacle à la spiritualité. La luxure qu'elle inspire fait fuir les moines au désert.
La Bible n'est finalement qu'un alibi. Il faut comprendre que les auteurs médiévaux détestent l'idée même de nouveauté. Lorsqu'ils innovent, ils s'abritent plus que jamais derrière la tradition et prétendent revenir simplement aux sources. C'est toujours dans le vieux qu'ils font du neuf et ils en font bel et bien. En conséquence, l'image de la femme s'ancre dans des sources bibliques, que ces sources soient originelles ou transformées. Cela a pour effet l'éloge de la chasteté. Petit aparté. Les religieux ne sont d'ailleurs pas les dernières à véhiculer cette image. Par exemple, le Xe siècle occidental est illustré par Orsuita, chanoinesse de Gondersheim, née vers 935, qui reprend les thèmes de Thérence en les transformant. Pour elle, le christianisme qui symbolise la chasteté féminine l'emporte chez elle sur le paganisme que représente la violence masculine. Alors, l'idée de la chasteté comme protection contre les violences masculines est une idée encore commune aujourd'hui. Les islamistes ne cachent pas leurs pensées sur le sujet, les militants poussant à la thérapie de conversion au lesbianisme non plus. Malheureusement, la violence n'est pas l'apanage des hommes. Donc, cela a pour effet l'éloge de la chasteté, le succès corrélatif du monachisme, la condamnation de la luxure, la condamnation de la fornication jusqu'au sein du mariage. Et bien que l'on peut douter de l'unanimité de l'Église dans ses condamnations, ces traits ont marqué la sexualité de l'Occident chrétien. De plus, cette vision misogyne que l'Église a de la femme aura des conséquences sur ces dernières. Par exemple, dans des litiges successoraux, le laïc n'hésitera pas à s'en servir. Ainsi, les partisans des Valois, au début de la guerre de 100 ans, argumenteront « La femme qui ne peut accéder au sacerdoce leur paraît de ce fait inapte à la couronne ». Par ailleurs, la pensée d'Isidore, un penseur wisigoth, fait une corrélation entre nature et culture. Comme le dit Arnaud de la Croix, la description anatomique doit impérativement respecter le principe de finalité. Les mots retenus pour définir la femme ne servent qu'à évoquer sa fonction principale. Innée jusqu'à sa faiblesse physique, gage de soumission à l'homme qui ne fût-ce la procréation. Cette adéquation et cette réduction à une fonction permettent à tous les théologiens détracteurs de la femme de faire l'économie d'une réflexion sur sa psychologie. Les analogies peuvent être poussées loin. Ainsi, la femme menstruée est empoisonnée, la femme est donc immunisée contre le poison, donc la femme est vénéneuse. Oui, si le monde médiéval est relativement un monde de liberté pour les femmes, c'est aussi dans ces siècles, dans le savoir médiéval que s'ancre l'idée d'un empoisonnement de la femme, aussi bien que la justification de la cruauté qui s'exercera sur elle en la personne de la sorcière. Mais comme je le disais plus haut, l'Église n'est pas unanime dans ses condamnations. Certains essaient de concilier la réalité à, d'une part, les récits de la Genèse, et d'autre part, la physiologie d'Aristote qui donne à la semence masculine le rôle essentiel dans la procréation. Ainsi, Thomas d'Aquin, renouant avec Augustin, pense que c'est par Adam et par la chaîne continue des pères que le péché originel s'étend à toute la descendance humaine. Et les féministes, ne vous réjouissez pas trop? Affirmer cela, c'est aussi affirmer que toute initiative est masculine et que la femme, mal manquée, selon l'expression d'Aristote, ne peut vivre que dans la subordination. Il n'est pas le seul. Augustin déclare « Par la femme la mort, Ève, par la femme la vie, Marie ». Anselme de Canterbury conserve ce balancement. Pour empêcher que les femmes ne désespèrent de parvenir au sort des bienheureux, puisqu'une femme a été à l'origine d'un si grand mal, il faut pour leur rendre l'espérance qu'une femme soit à l'origine d'un si grand bien. La femme peut être enfin autre chose qu'une pute ou un être démoniaque, elle peut aussi être une mère. Les mères. Face à cette image de la pute apparaît un bien timide plaidoyer qui réhabilite la femme dans sa fonction sociale sans pour autant parler de son salut. Les premiers écrivains ont pour but d'édifier, d'indiquer comment se conduire, un peu comme aujourd'hui avec la télé-réalité. Ou comment être une femme bien. La femme triomphe comme mère. Les femmes peuvent également être des mères selon les mêmes principes analogiques évoqués plus haut et par leur référence incessante à la nature de la femme. Étant donné que c'est les femmes qui donnent la vie,
c'est aussi naturellement elle qui le materne. Dans la réalité, la grande majorité des enfants ne sont pas élevés par leurs parents, mais passons. D'ailleurs, notons que les pensées médiévaux enracinent dans la culture occidentale l'idée que le féminin s'oppose au masculin comme la nature à la culture. Alors, mère au foyer, au Moyen-Âge ne correspond ni au fantasme des femmes, ni à une quelconque réalité. C'est sans doute pour cela que des femmes vont s'élever contre cette vision de plus en plus misogyne et restrictive de la femme. Des femmes prennent la parole. La plus connue d'entre elles est sans doute Christine de Pisan. Ainsi, Florent Véniel nous explique que lors de la querelle du roman de la Rose, héritée par le progrès d'un antiféminisme, notamment clérical, Christine demande à la reine Isabeau de Bavière, en 1402, de juger le conflit qui l'oppose à Jean de Montreuil et Pierre Coll. Elle prend la cour à témoin et le débat, jusqu'alors privé, est porté sur la place publique. Il faut dire que le roman de la Rose poussait le bouchon un peu loin. Tous seraient et ou fûtes, de fait ou de volonté pute. Et là où Christine de Pisan la joue fine, c'est que face à l'hostilité de Jean de Meug à l'égard des femmes, elle ne va pas s'opposer frontalement ou sur le terrain intellectuel, mais elle va se positionner sur un autre plan. Elle parle en mère de famille, préoccupée de protéger la vertu de ses enfants. Assez paradoxalement, l'idée de la mère de famille responsable de l'éducation de ses enfants n'est absolument pas l'évidence que l'on imagine au Moyen-Âge. La mère ne portait absolument pas cette responsabilité, et d'une manière générale, ce sont les pères à qui on impute les fautes des enfants. Mais Christine de Pisan est veuve, donc chez elle, papa, c'est maman. Mais d'autres débats avancent, comme celui de l'écriture inclusive. La féminine universelle, qui est une manière de s'exprimer exclusivement au féminin. Exclusivement à la féminine. Au synode provincial de Mâcon, en 585, la question se pose comme suit. Pouvons-nous appeler une femme un homme? Oui, car l'homme est universel, et bien que femme, elle est homme faisant partie de l'humanité. D'autres mouvements apparaîtront pour contrebalancer le courant misogyne, notamment toute la réflexion sur le fait que la femme possède une âme ou non. Et la réponse de l'Église sera sans ambiguïté. La femme est l'égale de l'homme car elle possède une âme immortelle qui donne toute sa valeur à sa personne. Et le Christ a racheté toutes les créatures humaines sans distinction de sexe. Enfin, la sainteté n'est pas réservée à une quelconque catégorie. La question reviendra quelques siècles plus tard concernant les Noirs, mais ça c'est un autre sujet. Comme le fait remarquer Sophie Brouquet, à la fin du Moyen-Âge, les textes et les images se multiplient. La femme devient le sujet d'un débat passionné au centre d'un Occident chrétien qui doute. Depuis, la querelle des femmes n'a jamais cessé d'agiter la société. Elle a ses périodes calmes et ses montées de fièvre. La connaissance du passé médiéval nous apporte un éclairage neuf sur une controverse que nous avons trop tendance à penser contemporaine. On a toujours parlé, écrit, sur les femmes et par bonheur, cette longue tradition n'est pas prête de s'éteindre. Mais ces débats ne sont pas sans conséquences. Conséquences? Alors c'est bien les fantasmes, mais concrètement, dans la vie cela se matérialise comment? Une branlette intellectuelle? C'est fin, et malheureusement non. D'abord des femmes vont être mises à l'honneur. Cela va commencer par la Vierge Marie, un idéal féminin inatteignable. Puis Marie-Madeleine, un modèle bien plus atteignable qui a le double avantage de ne pas désespérer les femmes et de permettre à l'Église de recevoir l'aumône des prostituées. Et autant dire qu'elles sont généreuses vu leur vie de pécheresse. Par ailleurs, les droits des femmes vont se réduire. La place de la femme, c'est la cuisine! Louis XIV mettra en coupe réglée toute la société, reléguant les femmes à l'arrière. Les philosophes des Lumières leur vendront la maternité comme idéal de vie, les cloîtrant à la maison. Cependant, ces changements se feront sur des siècles. La société de la Renaissance, comme le dit Sylvie Leclèche, s'appuie encore sur un droit coutumier ancien qui leur reconnaît des capacités juridiques dans la gestion de leurs biens. La femme mariée est un partenaire à part entière, n'en déplaise aux juristes et aux clercs misogynes qui, comme au Moyen-Âge, se fondent sur la faiblesse féminine pour justifier la soumission à l'homme protecteur. Elle précise d'ailleurs que les actes notariés les rendent visibles là où les juristes ont tendance à faire d'elles des irresponsables. Elles furent visibles dans l'espace public, culturel, politique, économique, finalement obéissantes certes, mais pas soumises.
les clercs continuent à théologiser la question de la femme comme Théodore de Bèze. Si longtemps qu'elle durera, à l'époux cherchera son aise, de si bien se gouvernera, que jamais ne s'adonnera à faire rien qui ne lui déplaise. Cependant, la pensée des clercs a aussi apporté des améliorations dans la situation des femmes. Si l'uxoricide était globalement accepté au Moyen-Âge, à la Renaissance, la société globalement réprouve l'excès de violence conjugale. Même si l'on trouve encore des personnages comme Tiraco pour justifier et théoriser les châtiments corporels infligés par l'époux à sa femme, un peu comme aujourd'hui vous trouverez bien quelques malades sur internet pour vous expliquer que les femmes aiment être traitées comme des chiennes. En quoi elle peut t'aider dans ce que tu fais? Parce qu'il faut que tu saches que les femmes sont une aide. Tu peux lui donner des tâches à faire en fait. Et ça c'est le travail des femmes. Tu ne lui as rien demandé, elle voulait te donner. Utilise ça, mais utilise ça bien. Utilise ça avec intelligence pour pouvoir en fait t'élever, pour pouvoir monter, pour pouvoir faire tant en fait. C'est ça, les femmes sont des aides en fait. La réalité, c'est que ces théologiens sont bien plus moqués que considérés. L'autre point, c'est que depuis la Renaissance, concernant les femmes, il existe toujours un doute dans les esprits sur le statut de victime. On pense qu'elle a forcément été manipulée, que les actes qu'elle a commis ont été commis sous une influence néfaste, fût-elle celle du diable, et jusqu'à preuve du contraire. Rappelez-vous, elle est fragile de nature, donc forcément fragile psychologiquement. Mais est-ce vraiment différent aujourd'hui? En 2016, Mathieu Suc publie « Femme de djihadiste au cœur de l'islamisme français ». En 2024, Louise El Yafi publie « La femme est un islamiste comme les autres ». Et on trouve cela révolutionnaire, que l'on ose présenter les femmes autrement que comme des pauvres victimes manipulées, influençables, amoureuses. Alors que dans la réalité, les femmes sont généralement plus radicalisées que les hommes. Car oui, si vous voulez que les hommes arrêtent de fantasmer la femme, il va falloir que les femmes arrêtent de se vendre comme des êtres foncièrement doux et gentils, qui, si elles gouvernaient le monde, ce dernier irait mieux. Et commencer à se regarder pour ce que l'on est, un homme comme les autres, capable de la même violence, la même bassesse, la même radicalité, la même méchanceté que les autres.